Alors, c'est à partir d'aujourd'hui que le Sénat examine en séance le projet de budget. Le texte va ensuite, j'explique un petit peu ce qui devrait se passer dans les prochains jours, mais le texte va ensuite revenir à l'Assemblée nationale un peu plus tard, au mois de décembre, le 18. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il pourrait se passer si la France ne votait pas son budget d'ici la fin de l'année, un scénario qui n'est évidemment plus impensable aujourd'hui. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Bon, on sait qu'il l'a dit, Michel Barnier, a priori, le gouvernement devrait passer son budget par le 49.3 pour le faire adopter. Et donc, on sait qu'une motion de censure devrait sûrement être examinée 2 jours après, à savoir le 20 décembre. Si on prend une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse de travail, mais que le gouvernement était censuré, ce qui dépendra de Marine Le Pen, qui a été reçue ce matin par Michel Barnier à Matignon. Eh bien, est-ce que le budget, il est comme mort-né? Est-ce qu'on entre en terre inconnue? Alors, à la fois, c'est un sujet qui est très 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 compliqué, David, très complexe. On va essayer d'être nuancé et d'expliquer à tous ceux qui nous regardent quelles sont les hypothèses possibles et les plus cohérentes par rapport à la situation que vous évoquez. Alors d'abord, le budget, il a été rejeté par l'Assemblée nationale. Donc là, c'est la navette parlementaire, il est parti au Sénat, il va revenir à l'Assemblée nationale. On peut penser que de toute manière, il va être rejeté à nouveau. Donc comme il va être rejeté à nouveau, c'est la logique du 49.3. Le gouvernement de Monsieur Barnier demande, le passe en force, et donc soit ça passe en force, soit effectivement le gouvernement est censuré par l'Assemblée nationale, il tombe avec son budget. Donc budget refusé, gouvernement remercié, on se retrouve donc sans budget et sans gouvernement, avec un Parlement qui s'est prononcé, vous allez voir ce mot prononcé, avec un Parlement, avec une Assemblée nationale qui s'est prononcée, vous allez voir ce mot prononcé est extrêmement important quand on fait de l'analyse et de l'exégèse de la Constitution, qui va beaucoup nous aider à comprendre ce qui est possible ou pas possible. Donc voilà, donc là, c'est me feras-tu un budget pour Noël, aurait pu chanter Stéphane Echer. Eh bien là, il n'y aura pas de budget pour Noël, il n'y aura pas de budget pour début 2025. Et là, c'est l'entrée en territoire inconnu. Qui dit pas de budget, dit pas le droit de lever l'impôt. Et impossibilité de faire évidemment face aux dépenses nécessaires quotidiennes de fonctionnement, payer les fonctionnaires, payer les aides diverses et variées, payer nos policiers, payer nos enseignants, payer le chauffage de l'école et que sais-je encore. Ça s'appelle un shutdown. Aux États-Unis, on a l'habitude de voir ça. Ça s'appelle un shutdown, donc une fermeture provisoire de l'État fédéral. Et on a ces images en tête des fonctionnaires américains qui rentrent chez eux avec leur carton et qui ne sont pas payés pendant un temps certain et un certain temps. Est-ce que c'est possible en France? Oui. Peut-on l'éviter? Oui. Comment peut-on l'éviter? Par non pas l'adoption d'un budget complet, David, mais de ce qu'on appelle une loi spéciale. Et donc tout ça, c'est dans l'article 47 de la Constitution. Et là, vous avez soit la possibilité d'une loi spéciale, soit la possibilité d'un passage par ordonnance du gouvernement. Alors, certains pensent que le gouvernement de Michel Barnier, gouvernement 1, gouvernement 2, s'il était censuré, ou un autre Premier ministre, pourrait passer le budget actuel ou une partie du budget actuel par ordonnance. Mais si on lit l'article 47, voilà ce qu'il dit très précisément, j'ai imprimé, je le cite, je ne veux pas raconter de bêtises à nos auditeurs, si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée, avant le début de cet exercice, le gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. La loi a été fixée, la loi a été déposée en temps et en heure. Donc déjà, on a des problèmes juridiques. Et si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Donc, le gouvernement, potentiellement, théoriquement, pourrait passer par ordonnance. Mais la Constitution dit, si le Parlement ne s'est pas prononcé, le Parlement, il s'est très clairement prononcé, le budget a été refusé, et si on se place
dans le cas d'une hypothèse de motion de censure, non seulement l'Assemblée nationale a voté non à ce budget, et en plus l'Assemblée nationale vote non via une motion de censure au gouvernement, donc il s'est pleinement prononcé, le Parlement. Ça me semble difficile de passer par ordonnance, même d'un point de vue juridique. Alors bon, la Constitution, ça se tord, mais jusqu'à un certain point. Il y a cette loi spéciale pour pouvoir effectivement lever l'impôt. Moi, ce que j'ai compris, c'est que sans budget 2025, c'est le budget 2024 qui serait reconduit à l'euro près pour l'année prochaine. Quelles conséquences ça a concrètement sur la hausse d'impôts? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hausse d'impôts dans celles qui sont prévues aujourd'hui sur 2025. Quels sont les ministères, l'éducation, l'armée, la santé ou autres, recevant les mêmes crédits que l'an dernier? Ça veut dire peut-être des économies aussi à la clé? Alors, pas forcément, David, parce qu'il ne faut pas oublier que le budget 2024, il a été voté en 2023, en réalité, avec une trajectoire de déficit budgétaire dans le budget qui était sacrément impressionnante et dont on voit encore les queues de comète aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, oui, il n'y aurait pas de hausse d'impôts, mais il y aurait beaucoup de dépenses. Et si on appliquait en 2025 un budget 2024 voté en 2023, on se retrouve à 7% au moins de déficit budgétaire. Autant vous dire que si c'est le chemin que l'on prend, l'attaque des marchés va mettre 24 heures à venir réveiller la population française de sa torpeur et notre classe politique prise dans ces désaccords. Ça va aller extrêmement vite si nous ne faisons pas très attention effectivement à ce que nous faisons, David. Attention, là les enjeux sont considérables. Alors, Monsieur Coquerel dit oui, bon, il se passera pas grand-chose. Vous le disiez, me semble-t-il, en introduction, la France et la Grèce empruntent actuellement au même taux qui l'eût cru, et si ça continue l'eût cru, nous allons nous retrouver à emprunter beaucoup plus cher que la Grèce si on n'y prend pas garde en début d'année 2025. Oui, mais si les budgets n'augmentent pas, ça veut dire que beaucoup de prestations sociales, on pense aux APL ou autres, qui sont indexées sur l'inflation, ne vont pas augmenter. Donc ça veut dire encore une fois des économies aussi. Pas de hausse d'impôts, mais peut-être des économies sur certaines dépenses, puisque le budget sera calqué sur l'année d'avant. Pour pas dépenser plus. Attention David, si là quand on raisonne après silo par silo, tranche par tranche, catégorie de dépenses par catégorie de dépenses, effectivement, prenons les APL. Les APL vont être réindexées sur l'inflation, sont indexées sur l'inflation, donc elles vont augmenter automatiquement. Or effectivement, la base d'APL versée en 2025 sera bien plus importante que la base d'APL voté dans le budget 2023, puisque tout ça augmente d'année en année. Ce qui veut dire qu'en fait, au dernier trimestre, donc au début d'année, tout va bien se passer. On va avoir les crédits, entre guillemets, nécessaires dans le budget. Mais au dernier trimestre et en fin d'année, en fonction de ce qui aura été dépensé, on risque de se retrouver avec tout simplement plus d'argent dans les caisses et plus la capacité, s'il n'y a pas des lois spéciales et s'il n'y a pas... même à la limite des lois à minima et même au cas par cas pour relever des plafonds ou donner des montants supplémentaires, il y aura tout simplement impossibilité à verser des APL, à verser des pensions de retraite ou avancer ou à payer un certain nombre de prestations sociales. Oui, mais s'il n'y a pas les hausses d'impôts, parce qu'il n'y a pas de budget, encore une fois, ça peut redonner un peu le moral aux entreprises, aux particuliers qui peuvent consommer. Peut-être que si la croissance se tient et est assise sur des recettes de TVA parce que les Français consomment, ça peut aussi faire rentrer des recettes fiscales. Oui, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, David. Attention, ça, ce que vous dites est à la fois vrai, et puis si on mettait nos lunettes roses, c'est à espérer. Aucun de nous n'a intérêt au pire, et aucun de nous n'a intérêt à une situation de blocage budgétaire, politique, économique. On n'a pas intérêt à ça. Nous, on a tous, en tant que citoyens, intérêt à ce que toute la société fonctionne pour le mieux. Le problème qui se pose là, David, c'est que vous avez un tel degré d'incertitude que j'ai peu d'espoir dans une incertitude paroxystique à ce point, de voir les entreprises investir comme des dingues, les particuliers et les ménages consommer comme des petits gorées qui auraient le moral au pinacle. Non, la réalité, c'est qu'on voit bien que depuis la dissolution, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est un climat qui est extrêmement lourd, ce sont des investissements qui sont plutôt gelés, ce sont des gens qui ne veulent pas évidemment se projeter dans l'avenir. On n'a pas envie d'acheter son appartement aujourd'hui en s'endettant sur 25 ans quand on ne sait même pas s'il va y
y avoir un budget pour Noël, pour le jour de l'an ou pour la galette des rois, ou pas du tout. Et donc ça, si vous voulez, c'est en termes, l'économie reste avant tout une science comportementale et extrêmement liée au moral des ménages, donc c'est éminemment psychologique, et je pense que la psychologie de l'incertitude ne joue pas du tout en faveur d'un scénario positif tel que vous l'avez évoqué. Ouais. Après, pardon, voilà. Entre ceux qui dramatisent, je pense à Édouard Philippe qui nous dit que potentiellement, s'il n'y a pas de budget, on rentrerait dans une phase de crise politique, de crise financière, et vous citiez à juste titre Éric Coquerel, président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui dit qu'en gros, ce ne sera pas le chaos. Pourquoi l'un aurait plus raison que l'autre? Vous savez, quand on rentre dans un cas d'incertitude, et dans un cas que nous n'avons jamais vécu, on est pompeusement terra incognita, donc quand on rentre en terre inconnue, évidemment, le propre de la terre inconnue, c'est que c'est inconnu. Hein. Donc, on ne sait pas. Monsieur Coquerel peut avoir raison, comme Monsieur Philippe peut avoir raison, comme en général, la vérité est plus nuancée et la réalité se retrouve souvent un petit peu entre les deux, avec des moments de grande tension, mais pas forcément non plus des moments de dérapage ou de perte de contrôle totale. Donc ça veut dire qu'une France, la question qu'on se pose, et j'y reviens, on tourne autour, hein, mais une France sans budget à Noël, est-ce que c'est grave ou pas? Et quelles conséquences pour les Français dès le début 2025? C'est grave, David. C'est grave parce que derrière, ce sont des engagements internationaux, parce que derrière, c'est la guerre en Ukraine, il faut bien trouver des financements, parce que derrière, c'est évidemment la mise en cause du fonctionnement efficace de l'ensemble de nos institutions, de nos ministères, de nos fonctionnaires, etc. Alors quand bien même on peut penser que les dépenses sont trop importantes, quand bien même on peut penser que les hausses d'impôts sont trop importantes, tout ça on en a parlé 1000 fois, David, il n'en demeure pas moins que ne pas avoir de budget et ne pas avoir de loi spéciale pour lever l'impôt, attention, hein, il y a deux volets, ne pas avoir de budget, c'est une chose qui n'est pas forcément bloquante en soi, et on peut encore gagner un peu de temps et temporiser. En ce sens-là, Monsieur Coquerel n'a pas forcément tort. Monsieur Coquerel, d'ailleurs, quand il a fait ses déclarations, il partait du principe qu'une loi spéciale pour lever l'impôt serait votée. Mais elle sera votée, elle serait votée. L'Assemblée nationale. On sait bien que l'Assemblée votera cette loi spéciale pour lever l'impôt, évidemment. On sait, je sais pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on se trouve dans une situation où ce que l'on évoque aujourd'hui était quasiment impensable et inexprimable il y a ne serait-ce que quelques mois. Arriver en exprimant une certitude que cette loi sera votée, attention. À supposer qu'elle le soit, que cette loi spéciale pour relever l'impôt soit votée par les députés. C'est très important, David, c'est très important. On a une fragmentation politique extrêmement forte, puissante, qui cisaille et la société et l'Assemblée nationale. Et ça, par contre, c'est un vrai évidemment risque majeur. Alors, imaginons, comme vous l'avez dit, que cette loi spéciale soit votée. Et là, à ce moment-là, l'impôt étant collecté, et ben évidemment, l'État peut en tout cas fonctionner dans les premiers mois, dans la limite des budgets fixés en 2024 sur la réflexion de 2023. Et donc, on a quelques mois quand même pour permettre de nommer un gouvernement, pour permettre que ce gouvernement éventuellement trouve des compromis et que petit à petit on réussisse ou pas à faire tourner le pays tant bien que mal, avec comme échéance juin 2025 et la possibilité d'une nouvelle dissolution pour une nouvelle clarification présidentielle. Attention David, dernière hypothèse que je voulais quand même évoquer, avec tous ceux qui nous écoutent, c'est l'activation de l'article 16. C'est-à-dire que si jamais nous allions vers un blocage institutionnel complet, imaginons que l'Assemblée nationale refuse même de voter cette loi spéciale, ou n'arrive pas à se mettre d'accord, ou qu'il y ait des tractations politiques pas possibles, que tout ça déclenche une attaque des marchés qui serait majeure, que la Banque Centrale Européenne se mette à pousser des cris d'orfraie, et qu'évidemment la grosse commission de Bruxelles couine fortement. Il est tout à fait plausible et envisageable
que le président Macron déclenche l'article 16. Et je rappelle ce que c'est que l'article 16. C'est pas que la guerre totale, hein. C'est lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, bien entendu, ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnel est interrompu, sans budget, sans capacité à faire tourner les ministères, sans capacité à pouvoir faire face à nos engagements internationaux. Nous sommes dans une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances et donc il peut prendre les pleins pouvoirs et activer l'article 16 et là procéder par ordonnance et faire, entre guillemets, ce qu'il souhaite pendant 30 jours. Alors, c'est bancal, évidemment, en termes constitutionnels, et le Conseil constitutionnel serait amené à s'exprimer là-dessus. C'est encore plus bancal en termes politiques. Vous imaginez un petit peu si M. Macron active l'article 16 de la Constitution. Je vous laisse imaginer les mouvements sociaux du nouveau Front populaire. Je vous laisse également imaginer la possibilité tout simplement de l'activation à ce moment-là de l'article 68 par le Parlement, qui est la destitution du président de la République. On serait quand même pas au bout de nos peines. Vous voyez, la situation reste très compliquée. Et pour le moment et à ce stade, on n'a pas vraiment de bonne solution. Voilà, et le pire n'est pas certain. Pour finir sur une note un peu moins négative. Le pire est loin d'être certain. Et je vous rejoins, normalement déjà, pour gagner du temps, la loi spéciale pour lever l'impôt devrait être votée parce que je pense qu'il est de l'intérêt de personne dans la classe politique que l'État s'arrête vraiment du jour au lendemain avec un shutdown brutal et l'impossibilité de payer que ce soit les fonctionnaires ou les pensions de retraite. Ça serait quand même tout de même ahurissant. Allez, merci beaucoup. Explications et décryptage et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles. Salut, bonne semaine. Merci David, merci à tous.